Bien avant que Charles Honoris ne quitte l'Irlande, une autre histoire avait déjà commencé. Une histoire que les archives ne racontèrent jamais. Sa mère appartenait à une ancienne lignée gardienne de pactes oubliés. Craignant le destin qui attendait son fils, elle confia 2 modestes objets à ceux qui veillaient encore sur les vieilles routes. Un simple médaillon d'argent et une vieille boussole de laiton. Nous n'avions pas le droit de changer leur histoire, seulement de veiller à ce qu'ils puissent encore choisir leur chemin. Les anciens serments ne demandent ni puissance, ni gloire. Ils demandent seulement de savoir attendre. Les années passèrent, les guerres consumèrent l'Irlande. Charles fut arrêté, condamné, puis embarqué à destination des colonies. Les soldats fouillèrent ses vêtements. Pourtant, aucun d'eux ne remarqua jamais le médaillon ni la vieille boussole. Tant que les terres des hommes demeuraient sous leur propre loi, notre serment restait intact. Nous pouvions regarder, nous pouvions attendre, rien de plus. Mais l'océan possède parfois d'autres gardiens. Les registres coloniaux racontent le nombre de prisonniers embarqués. Ils détaillent les cargaisons, les dates de départ, les pertes en mer. Mais ils oublient souvent les hommes eux-mêmes. Dans ces cales obscures, chacun apprenait très vite que survivre signifiait penser à soi. Charles, lui, semblait incapable d'obéir à cette règle. Chaque morceau de tissu devenait un bandage, chaque goutte d'eau, un remède, chaque parole, un dernier espoir pour ceux qui avaient déjà renoncé. Même un jeune chien abandonné trouva sa place auprès de lui. Sans le savoir, Charles rassemblait déjà ceux que le désespoir avait séparés. La brutalité faisait partie du quotidien. Les soldats frappaient pour maintenir l'ordre, ou simplement pour rappeler leur pouvoir. Lorsque l'un d'eux s'en prit à une prisonnière, Charles s'interposa sans hésiter. Les coups tombèrent. Il ne chercha jamais à les rendre. Le quartier-maître finit par mettre un terme à la scène, davantage pour préserver son navire que par compassion. Ce soir-là, Charles partagea pourtant une nouvelle fois sa maigre ration. Les enfants, le vieux prisonnier, le chiot, lui mangerait demain. Après plusieurs semaines de mer, le navire atteignit enfin les eaux chaudes des Caraïbes. Les cartes européennes s'arrêtaient au rivage, mais les hommes qui vivaient ici savaient qu'une mer ne se résume jamais à ses côtes. Chaque île, chaque courant, possédait déjà ses propres gardiens. Les vieilles routes s'arrêtaient ici. Au-delà, le serment changeait de gardien. Cette mer n'était plus la nôtre. Nous ne pouvions que la traverser avec leur consentement. Ce même jour, sur une petite île voisine, un jeune bokor errant aidait un Hungan à consacrer un Humfo dédié à Agwe. Pour eux, il ne s'agissait que d'un rituel parmi tant d'autres. Pourtant, quelque chose changea dans les eaux alentours. Nous ne leur avons jamais demandé de condamner ce navire, seulement de nous laisser poursuivre un ancien serment. Alors, la mer répondit, et le brouillard s'éleva. Les plus vieux marins cessèrent brusquement de parler. Plus aucun repère, plus d'étoiles, plus de côtes. Seulement un brouillard si dense que la mer semblait avoir disparu. Les ordres commencèrent à se contredire. Puis,
le bois hurla. Le récif éventra la coque sur plusieurs dizaines de mètres. Les lanternes s'éteignirent, les chaînes se rompirent, les hommes tombèrent les uns sur les autres. En quelques secondes, le navire n'était plus qu'une épave. Là où beaucoup ne voyaient que leur propre survie, Charles vit immédiatement ceux qui ne pourraient jamais s'échapper seuls. Les clés, les chaînes, les enfants, les blessés. Il ne réfléchissait déjà plus, il agissait. Les soldats se disputaient les chaloupes, les officiers hurlaient des ordres que plus personne n'écoutait. Charles, lui, revenait encore, puis encore, et encore. Chaque retour diminuait un peu plus ses propres chances de survivre. Une femme, puis un vieil homme, puis un marin anglais que les vagues emportaient déjà. Charles ne demanda jamais qui méritait d'être sauvé. Il tendit simplement la main. Je ne comprenais pas. Nous avions juré de préserver son chemin, et lui ne cessait d'abandonner le sien pour celui des autres. Lorsqu'il disparut sous les vagues, j'ai cru que notre serment venait d'échouer. À l'aube, les premiers navires commencèrent à recueillir les survivants. Ceux qui s'accrochaient encore au grand mât furent hissés à bord. Beaucoup appelèrent Charles. Personne ne répondit. La mer semblait l'avoir emporté. Pourtant, bien avant les océans, un autre lien s'était déjà tissé. Depuis son enfance, les chiens avaient toujours marché à ses côtés. Dans les domaines de son père, dans les rues de Galway, jusque dans les forêts où il avait appris à survivre. Les hommes oublient souvent que certains serments ne sont jamais prononcés. Ils naissent simplement lorsqu'une vie en sauve une autre. Toby ne connaissait ni les royaumes anciens, ni les promesses des fées. Il savait seulement qu'on ne laisse pas derrière soi celui qui vous a tendu la main. Ce jour-là, un simple chien accomplit ce que nul homme n'aurait pu faire. Lorsque Charles rouvrit enfin les yeux, il ne restait plus rien. Ni navire, ni prisonnier, ni soldat. Seulement une plage inconnue et un chien qui avait refusé de l'abandonner. Les premiers jours ne furent pas une aventure. Ils furent une lutte. Chaque fruit trouvé, chaque racine déterrée, chaque gorgée d'eau gagnée sur la jungle repoussait simplement la faim jusqu'au lendemain. Plusieurs semaines passèrent avant que Charles ne parvienne enfin à chasser. Pour la première fois depuis le naufrage, Toby et lui allaient manger à leur faim. C'est alors que les loups sortirent du sous-bois. Ils étaient nombreux, affamés eux aussi. Charles aurait pu défendre sa proie. Au lieu de cela, il partagea simplement la viande, comme si cette décision allait de soi. Le vieux loup s'avança seul. Aucun grondement, aucune menace. Deux survivants, reconnaissant chez l'autre la même volonté de protéger les siens. Certaines rencontres ne doivent rien au hasard. Pourtant, aucune magie n'avait conduit ces loups jusqu'à lui. Les anciens disent parfois que les cœurs capables de protéger une meute finissent toujours par être reconnus par une autre. Charles ignorait qu'il n'était plus seul. Depuis plusieurs semaines, d'autres suivaient déjà chacune de ses traces. Des chasseurs, des pisteurs, des hommes qui connaissaient ces montagnes mieux que quiconque. Il l'avait vu partager son eau, puis sa viande. Il l'avait vu protéger un chien, puis gagner le respect d'une meute entière. Aucun d'eux
n'avait encore décidé s'il fallait s'en méfier ou l'approcher. Ce soir-là, les chasseurs racontèrent ce qu'ils avaient vu. Les anciens écoutèrent sans les interrompre. Aucun ne semblait réellement surpris. Les hommes même appelaient cela une prophétie. Pourtant, les anciens peuples savent souvent simplement écouter ce que la nature murmure bien avant nous. Alors, ils choisirent d'attendre, comme nous. Un matin, les chasseurs cessèrent de se cacher. Aucun cri, aucune menace, seulement des regards longs, patients, comme deux peuples qui cherchaient d'abord à comprendre avant de juger. Charles ne parlait pas leur langue, eux ne connaissaient pas la sienne. Pourtant, un repas partagé vaut parfois davantage que de longues paroles. Ce jour-là, personne ne dégaina son arme. Les semaines devinrent des mois, les mois, des années. Charles apprit leur chemin, leur langue, le rythme des saisons et le respect de cette terre qui lui avait laissé une seconde chance. En retour, il leur transmit ce que l'Irlande lui avait enseigné, les embuscades, la discipline, les pièges, comment quelques hommes pouvaient résister à une force bien plus grande. Les anciens remarquèrent rapidement une chose. Charles portait toujours du fer, beaucoup de fer. Or, certaines terres n'aiment guère ce métal. Les chamans ne touchèrent jamais à son médaillon, ni à sa vieille boussole. Ces objets appartenaient à une histoire qui n'était pas la leur. Ils confectionnèrent simplement des enchantements, de modestes protections destinées à préserver les armes et les outils que Charles porterait désormais. Le temps finit par effacer l'image du naufragé. Les enfants grandirent à ses côtés et le nommèrent Chuck. Les chasseurs l'appelèrent frère. Les anciens, Coyote Iknew, frère des loups. Les hommes pensent souvent qu'un nom leur est donné à la naissance. Pourtant, certains doivent d'abord parcourir le monde avant de devenir celui qu'ils étaient destinés à être. Ce jour-là, Charles Honoris disparut et Chuck Honoris naquit. Tandis que Chuck reconstruisait sa vie, le monde poursuivait la sienne. Bien au-delà des montagnes, d'autres hommes marchaient déjà vers l'ouest. Ils ne cherchaient ni des terres, ni des richesses. Ils poursuivaient quelque chose dont personne ici ne connaissait encore le nom. Derrière eux, les villages se vidaient, les pistes disparaissaient, les feux restaient allumés, mais les habitants avaient déjà fui. Les plus anciens comprirent immédiatement que cette guerre n'était pas la leur. Des éclaireurs suivirent leur progression durant plusieurs jours, sans être vus, sans intervenir. Puis ils repartirent vers les montagnes, aussi vite que leurs jambes pouvaient les porter. Les hommes pensent souvent que les grands bouleversements commencent par une bataille. Ils commencent presque toujours par une marche. Et lorsque cette marche atteint enfin votre foyer, il est souvent déjà trop tard. Les éclaireurs revinrent avant le lever du soleil. Ils n'apportaient ni victoire, ni défaite, seulement une certitude. Les hommes venus de l'Est seraient bientôt là. Le conseil des anciens ne discuta pas longtemps. Un village peut être reconstruit. Un peuple disparu ne revient jamais. Des familles préparèrent aussitôt leur départ. Chuck, lui, resta immobile. Il avait déjà vu cette guerre. Les uniformes avaient changé, pas les hommes. En Irlande, il avait appris qu'une poignée d'hommes pouvait arrêter une armée si elle choisissait le lieu du combat.
Les chasseurs connaissaient chaque ravin, chaque rivière, chaque sentier. Chuck leur apprit simplement comment transformer cette montagne en allié. Les arbres tombèrent, les flèches surgirent des falaises, les pièges ralentirent les chevaux. À chaque détour, les mercenaires perdaient un peu plus de temps. C'était tout ce dont la tribu avait besoin. Lorsque le soleil reparut, les montagnes étaient redevenues silencieuses. Les mercenaires renoncèrent à poursuivre des ombres. La tribu avait déjà disparu. Chuck revint seul. Le village semblait désert. Pourtant, une dernière silhouette l'attendait encore. Le vieux chaman n'avait jamais eu l'intention de partir avant lui. Les anciens lui confièrent ce qu'ils pouvaient offrir. Non pas des armes, mais une manière de les porter. Des gages, des enchantements porteurs d'anciens secrets. Rien de plus, rien de moins. Certains foyers ne sont faits que pour nous apprendre à repartir. Ce peuple ne lui demanda jamais d'oublier qui il était. Il lui rappela seulement qu'un chemin n'appartient jamais à celui qui le parcourt. Ce matin-là, la vieille boussole parla de nouveau. Pas avec des mots, avec une direction. Et Chuck reprit la route. Certains voyages ne commencent jamais vraiment. Ils reprennent simplement là où d'autres se sont arrêtés. Après plusieurs années passées parmi les siens, Chuck reprenait une route qu'il n'avait jamais choisie. Nous avions tenu notre promesse. Le chemin lui appartenait désormais. Nous pouvions seulement continuer à le regarder s'éloigner, comme nous l'avions toujours fait. Au même moment, sur une autre côte des Caraïbes, quelqu'un préparait également son départ. Depuis des mois, une même destination revenait dans toutes les anciennes cartes. Un temple oublié, perdu au cœur de la Nouvelle-Galice. Ni Chuck, ni cette femme ne pouvaient encore imaginer que leur route ne tarderait plus à se rejoindre.